Oui, voilà, je voulais vraiment avoir des belles fesses. Ok, Voilà. ok, très bien. Mais j'ai dû en enlever justement au mois d'avril parce que j'ai eu des inflammations très très violentes durant 2 ans. Donc ça s'est enclenché 10 ans après parce que j'ai fait de la cryothérapie. En fait, le médecin ne m'a pas expliqué quand il m'a injecté qu'il fallait faire attention parce que ok, on se fait injecter du produit, mais il faut faire attention au chaud, au froid ou aux manipulations parce que ce produit-là, en fait, il ne fait pas partie du corps. Et justement, en le congelant, je pense, avec le choc thermique, bah, ça a dû créer une réaction de mon corps en disant qu'il y a un corps étranger ou quelque chose. Là, il a repéré, vu que c'est devenu tout congelé, tout froid. Parce que c'est quand même resté 1 semaine congelé. Je touchais mes fesses, elles étaient congelées, en fait. Regarde-toi, on n'en a pas parlé, mais je veux dire, t'as été en fauteuil roulant, hein? Ah oui, j'étais en fauteuil roulant parce que le produit avait commencé à toucher des nerfs. J'ai eu des crampes violentes, mes pieds ne bougeaient plus, des contractures très très violentes. Donc j'ai fini en fauteuil roulant dû à ces injections, oui. Clairement, j'ai failli mourir. Bonjour Parisa. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah oui, moi ça va parfaitement bien. Et on s'était vu il y a 10 ans. Ah oui, il y a très longtemps. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Je faisais pas encore d'interview en toute intimité. T'étais venu, j'étais chroniqueur dans une émission qui s'appelait le JT de la télé-réalité sur une chaîne du câble. Si, j'ai toujours la photo d'ailleurs. Et t'as très bien évolué, félicitations. Oh bah merci beaucoup et ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui, mais cette fois-ci chez moi, dans mon studio. Très très magnifique en plus. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Bon, je me sens chez moi. Parfait, c'est ce qu'il faut pour te confier en interview en toute intimité. Alors Parisa, tu es chanteuse, tu es créatrice de mode et tu es aussi l'ancienne bookeuse des Marseillais en Thaïlande, peut-être même une des bookeuses qui aura le plus marqué le programme. C'est vrai que quand on pense bookeuse, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense Parisa. J'aimerais commencer cette interview par te parler d'une histoire que tu as traversée il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a combien de temps? C'était au mois d'avril. Donc ça doit faire 6 mois. Oui, c'est très récent, c'est très récent. C'est une histoire marquante dans ta vie parce qu'elle est en lien avec des chirurgies esthétiques que tu as faites il y a 10 ans, notamment des injections au niveau des hanches pour avoir plus de galbe, plus de shape. Tu vas pouvoir tout nous expliquer. Et en fait, tu fais ces injections il y a 10 ans, tu nous diras quel était le produit. Et 10 ans après, tu commences à avoir des problèmes. Lesquels? Parisa va nous les expliquer. Mais écoutez bien son histoire. Parce que c'est très important d'avoir conscience que quand on fait ce genre d'acte, eh ben on ne sait pas forcément ce qui peut se passer derrière. Je te laisse nous expliquer. Comment tu t'as commencé il y a 10 ans? Donc en fait, il y a 10 ans, j'étais en Colombie. J'avais fait mon premier BBL. En fait, j'avais enlevé tout le gras de mon ventre et réinjecté dans les fesses. Sauf que j'avais pas assez de gras pour galber un peu plus au niveau des hanches. Donc le chirurgien m'a proposé de faire des injections de silicone. Sauf qu'il y a 10 ans, ça a commencé à être interdit, même interdit je pense. Mais bon, moi comme je débutais dans la chirurgie, je connaissais vraiment pas... Moi j'avais confiance au chirurgien, il me dit bon fais ci, fais ça. Moi j'ai confiance, pour moi c'est un médecin. Donc oui, j'ai confiance en lui. Donc ça veut dire, étant donné que tu n'avais pas assez de gras, il t'a injecté du gras aussi qui venait de ton abdomen? Alors en fait, ils vont vraiment, un BBL, il va vraiment aller enlever tout le gras autour du ventre, de la taille, du dos, toutes les zones où est-ce qu'on souhaite enlever le gras. Ça peut être sous les bras, les cuisses. Et on réinjecte dans la zone qu'on veut. Donc on peut injecter dans les seins comme dans les fesses. D'accord. Et comme tu n'en avais pas assez, il a décidé de mettre également du silicone. Voilà, donc première opération, il va faire le BBL, donc il va réinjecter dans les fesses. Ensuite, pour regalber un petit peu, vu que j'en avais pas assez, il m'a proposé soit de mettre des implants ou soit de faire des injections de silicone. Sauf que moi, à l'époque, je disais, oh, les implants, ça va peut-être faire trop gros, j'avais peur. Et il me disait que les injections de silicone, c'était beaucoup plus naturel. Donc moi, je lui ai fait confiance. Donc ensuite, il m'a injecté quelques jours après mon opération, mais dans un cabinet totalement à part. Mais moi, sur le coup, je n'ai pas réalisé. C'est après, je dis, mais pourquoi il ne me l'a pas fait directement dans la clinique? Il est parti dans un cabinet ailleurs, caché. Et c'est après que j'ai tilté. Mais bon, sur le coup, moi, j'avais pas eu de problème. J'étais contente du résultat. Donc j'ai dit, ah, c'est magnifique, c'est trop beau. Pourquoi tu étais si contente du résultat? Tu étais comment avant? Bah, j'avais des fesses, mais c'est vrai que j'avais pas... En fait, à l'époque, c'était vraiment le style de Kim Kardashian, ça commençait à être à la mode, et je trouvais ça super beau, porter des robes, avoir des belles formes. Voilà, comme en Colombie, comme toutes les filles en Colombie, elles ont toutes fait des injections de silicone à l'époque. 10 ans après, tu as toujours le même résultat? Tu es contente du résultat, du galbe que tu as? Ah oui, j'ai toujours le même résultat, sauf que j'ai dû en enlever justement au mois d'avril, dû aux inflammations que j'ai eues. Mais je préfère aujourd'hui qu'avant, c'était beaucoup plus gros avant. Est-ce que tu m'autorises? Est-ce que je peux me permettre pour qu'on se rende compte? Est-ce que je peux te demander de te lever pour nous montrer?
D'accord. Oui, donc tu as un galbe qui est bien prononcé. Ouais. Et c'était ce que tu souhaitais avoir que quand tu portes un jean, quand tu portes une robe? Oui, voilà, je C'est voulais vraiment vraiment ce avoir des belles fesses. Ok, Voilà. ok, très bien. Mais j'ai dû en enlever justement au mois d'avril parce que j'ai eu des inflammations très très violentes durant 2 ans. Donc ça s'est enclenché 10 ans après parce que j'ai fait de la cryothérapie. En fait, le médecin ne m'a pas expliqué quand il m'a injecté qu'il fallait faire attention parce que, ok, on se fait injecter du produit, mais il faut faire attention au chaud, au froid ou aux manipulations parce que ça peut faire bouger le produit. Tout ça, je ne savais pas. Il m'a juste injecté, il m'a jamais rien dit. C'est-à-dire que ça peut durcir le produit, la cryothérapie? Parce que la bien cryothérapie, sûr. c'est la thérapie par le froid. Oui, oui. C'est comme de la congélation. Voilà. Mais comme c'est un choc thermique en profondeur, Et comme c'est pas vraiment ta graisse et Bien le sûr. silicone, c'est chimique, ouais. ça veut dire que ça s'est durci dans ton corps? Ah oui, oui. En fait, je suis allée dans la cryothérapie, en plus 7 jours d'affilée, parce que j'avais des problèmes de tibia. Je pensais que j'avais une périostite, donc on m'a mis dans le congélateur. Et on est quand même à 190 degrés, à moins 190 degrés pendant 5 minutes, donc c'est quand même très très violent. Et en sortant, en fait, le choc thermique, il a congelé l'intérieur. Donc je sentais, en fait, c'était congelé. Congelé, mais bon, sur le coup, j'ai pas tilté que c'était à cause du produit ou pas. Et après, j'ai commencé à avoir des tremblements très, très, très violents, en fait. Je sentais l'intérieur de mon corps trembler, en fait, comme ça, ta, 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 ta. Et là, ça commençait à durcir. Mon corps commençait à durcir, à trembler, ça me brûlait, ça faisait de l'électricité, c'était vraiment très, très bizarre. Et c'est arrivé au moment du premier confinement. Donc, en fait, j'étais totalement... personne ne pouvait m'aider. La priorité, c'était le Covid à l'époque, donc... Est-ce que tu penses tout de suite que c'est en lien avec les injections que tu as faites 10 ans auparavant? Ah oui, oui. Totalement, j'aurais pas eu les injections, j'aurais eu aucun problème en fait. Mais parce que ce produit-là, en fait, il fait pas partie du corps. Et justement, en le congelant, je pense, avec le choc thermique, ça a dû créer une réaction de mon corps en disant qu'il y a un corps étranger ou quelque chose. Là, il a repéré, vu que c'est devenu tout congelé, tout froid. Parce que c'est quand même resté une semaine congelé. Je touchais mes fesses, elles étaient congelées en fait. Et donc, je pense que c'est dû au produit. Mais même, j'avais déjà commencé à avoir des problèmes au niveau des jambes, des choses, mais je ne sais pas d'où venait le problème. Parce qu'en fait, le produit, quand on l'injecte, ok, c'est beau, mais le problème, c'est qu'il peut aller compresser un nerf, une veine. Enfin, ça peut causer des problèmes, de se déplacer, aller se loger dans des endroits où il ne faut pas se loger, en fait. Et ça, ils ne nous le disent pas, le médecin. Tu décides de consulter quand? Quand est-ce que tu t'alarmes? En fait, j'ai commencé à avoir plusieurs médecins, mais le problème, c'est que j'ai fait des IRM, j'ai fait Oui. des scanners, j'ai fait des radios, j'ai tout fait. Sauf que les médecins, eux, ils ne connaissent pas le liquide silicone. Donc pour eux, ils vont aller vraiment dans tout ce qui est médical. Bon, pour eux, dans la logique, c'est si c'est ça. Sauf que pour moi, c'était le produit. Il y avait pas. J'ai commencé à me renseigner, regarder sur Google, parce qu'à l'époque, avant d'aller me faire opérer, j'ai pas du tout cherché à savoir si c'était dangereux ou pas. Je voulais tellement me faire opérer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la chirurgie, je pense que les personnes qui souhaitent se faire opérer, c'est d'aller vraiment sur Google et de se renseigner sur chaque opération, des risques qu'il peut avoir. Et ça, Si tu peux vivre normalement derrière, quelles sont oui, les voilà. contre-indications, qu'est-ce que tu peux faire, ne pas faire? Parce que les médecins n'en parlent pas en temps normal. Eux, ils prennent l'argent et basta, quoi. Et du coup, j'ai commencé à fouiner. C'est là que j'ai vu plusieurs filles qui étaient dans mon cas, qui ont eu des très grosses inflammations. Et là, je me suis rendu compte que c'était dû au produit. Parce que j'ai fait 10 000 analyses, j'en ai pour plus de 2 000 euros d'examen. Mais au final, ils m'ont dit que j'avais une périostite, alors que ce n'était pas du tout une périostite. C'était vraiment dû au produit. Et mon corps était en train de le rejeter, en fait. Comment tu traverses ces mois avec ces douleurs? Parce que pendant très longtemps, tu prends des corticoïdes. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu dois faire des injections de corticoïdes pour te soulager? Le premier mois, quand j'ai eu l'inflammation violente, on était en plein confinement, donc je ne pouvais que prendre des médicaments à la pharmacie. J'ai pris du Medrol, donc c'est ce qu'on donne aux personnes qui ont le cancer, c'est quand même assez violent. J'en ai pris pendant 1 mois, ça m'a fait énormément gonfler, mais ça a calmé mes inflammations. Mais le problème du Medrol, c'est plus on en prend sur du long terme, plus ça va aller dégrader les articulations, les os, la peau, tout. Enfin, ça dégrade le corps petit à petit et ça nous fait gonfler. Donc le premier mois, ça s'est stoppé au bout d'1 mois avec les médicaments, sauf que 4 mois après, c'est revenu. Pourquoi? À cause de l'habitude, l'accoutumance aux médicaments? Je pense que le fait d'avoir stimulé, enfin que ça a réveillé le produit, le corps, maintenant, je sais pas, pour le moindre petit truc, il se réveille en fait. Les douleurs que tu avais, tu peux essayer de nous les décrire, ça ressemblait à quoi? Et sur une échelle de 0 à 10, c'était quoi l'intensité? Alors de 0 à 10, on est quand même à 8.
En fait, c'est des tremblements très très. En fait, je sens là, je suis assise, ça tremble. En fait, c'est vraiment comme si vous êtes sur une sismo, les plaques vibrantes. Oui, les Mais power ça, plates. voilà, le corps vibre non-stop. Comme quand moi, je prends un exemple peut-être de merde, mais moi j'ai souvent mon nez qui saute, tu sais, à Ouais, cause du voilà. stress. Ça faisait un petit peu cet effet-là, mais version au niveau de tes cuisses. Non, c'est quand même plus. Là, je sentais vraiment tout le corps vibrer. Et en même temps, ça fait des coups d'électrochoc. Comme de la chaleur, enfin quelque chose qui brûle en fait, ça se déplace, ça brûle, ça T'en chauffe. souffrais tous les jours? Ah oui, c'était tous les jours tant que l'inflammation était là en fait. Et je Co- pouvais même pas m'allonger sur le côté qui était enflammé, c'est-à-dire que je m'allongeais, ça me faisait trop mal, c'était Mais impossible. elle ressemblait à quoi ta vie à ce moment-là? Ma vie c'était de prendre des corticoïdes, stopper le truc. Enfin, le seul objectif c'était de l'arrêter parce qu'en fait, si on laisse le produit, l'infection se propager, ça peut devenir une nécrose. C'est que le corps il le rejette et comme il n'arrive pas à rejeter le produit, il va créer une nécrose, il va essayer de faire sortir le produit, donc ça fait des gros trous dans la jambe. Ça commence à pourrir les tissus, ça peut créer des cancers du sang parce que ça va se mélanger avec le sang, les veines, ça commence à toucher un peu tout les parties. Mais donc t'as failli mourir? Ah oui, oui, clairement, j'ai failli mourir si j'avais pas assez. C'est pour ça que je prenais que des corticoïdes. Mais ça me stoppait les corticoïdes, ça me soulageait. Sauf que le problème, c'est que ces corticoïdes-là me bouffaient également le cartilage et les os et me donnaient d'autres problèmes aussi. Donc c'était soit ça ou soit le médicament. C'est-à-dire qu'en réglant un problème, en tentant de Voilà. régler un, t'en crées un autre. Voilà, avec Mais t'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'était le seul truc pour... Et je pouvais même pas aller me faire opérer parce qu'on était en pleine période dramatique, donc c'était pas la priorité pour eux et personne ne pouvait me sauver à ce moment-là. Donc pendant 2 ans, je suis restée comme ça avec tous ces médicaments-là. Jusqu'à la fin, j'ai eu au mois de juin, juste après que j'ai eu l'inflammation. Et là, c'était une horreur, quoi, parce que justement, ça a empiré tout ce que j'avais, encore pire, quoi. J'ai perdu 15 kilos en une semaine, je mangeais plus. Et après, j'ai devenu très très faible, donc comme j'avais plus d'anticorps, l'inflammation, elle s'est propagée encore puissance. C'est-à-dire qu'elle a pris le dessus. C'est ça, c'est que là, c'était espacé de tous les 6 mois à tous les jours, tous les 3-4 jours, ça ne fonctionnait plus du tout les médicaments. Donc je suis passée sur des injections dans la cuisse tous les 5 jours de corticoïdes beaucoup plus puissants pour calmer l'inflammation, sauf qu'arrive un moment, ça ne stoppait plus, il fallait en faire tous les 5 jours. Quand tu traverses, quand tu es en plein dans ce drame, est-ce que tu regrettes cet acte que tu as fait 10 ans auparavant? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu te dis, j'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû faire autrement, si je savais, je ne l'aurais pas fait? Est-ce que ça te traverse l'esprit? Ah oui, bien sûr, ça me traverse l'esprit tous les jours. Quand j'ai essayé de ces douleurs-là, j'en voulais même au médecin. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Mais sur le coup, en fait, on est tellement impatient de voir le résultat. On cherche pas à savoir quand on a une idée en tête, on est complexé par quelque chose. En fait, on va pas aller, on veut voir le résultat et c'est tout. C'est vrai que sur le coup, j'aurais Mais dû... tu étais omnubilé par l'objectif. Voilà, et puis même, pour moi, les médecins, ils sont là quand même pour nous conseiller et pas nous injecter des choses qu'ils savent. Lui-même, il savait que c'était interdit, donc il aurait dû me le dire que ça pouvait me causer des risques. Ou alors prévenir la personne, dire oui, bon, peut-être dans 10 ans ou tant d'années, tu auras peut-être des problèmes. Mais il le dit pas en fait, il dit non, t'inquiète pas, moi j'ai déjà eu des patientes, elles vivent avec aujourd'hui, mais il faut aussi dire les risques qu'il peut avoir. Et ça, il me l'a pas prévenu. Et ce silicone, comment l'enlever? Ah ben on peut pas... Le silicone ne se résorbe pas. Donc du coup, il reste dans le corps, il peut rester toute notre vie. C'est du plastique. Oui, c'est du plastique, c'est du liquide en plastique qu'on vous injecte. C'est comme en fait les implants, sauf que c'est en liquide. Sauf que comme on l'injecte, il va vraiment aller se mélanger avec tous vos tissus. Donc on peut l'extraire. Sauf que le problème, c'est que quand on injecte du silicone, ou que peu importe le produit, c'est que ça se mélange à tous les tissus. Ça va se mélanger aux nerfs, aux veines, aux gras, aux muscles. Même l'acide hyaluronique donc? Ah ben bien sûr, on le met, après ça prend la forme dans tous les tissus. Sauf qu'avec l'acide, aujourd'hui, il y a un produit qui résorbe le silicone. Hyaluronidase. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à grosse dose, ça peut être compliqué aussi. Des petites doses, ça va. Oui, parce que ça peut enlever ton propre collagène, en gros, la propre élasticité de la peau. Ouais. Si on en met beaucoup trop, voilà, c'est ça. Et donc, c'est quoi la solution pour toi? Parce que je crois que tu te fais opérer par la suite. Eh ben, j'ai dû partir au mois d'avril. Justement, je suis retournée en Colombie parce qu'en Colombie, il y a 1 million de personnes qui sont touchées par rapport à ce liquide silicone. 1 million de personnes? Oui, 1 million. 1 million, je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'il y avait des filles qui ont été amputées, qui sont fait amputer des jambes, des bras, parce qu'ils injectent partout, hein, dans le mollet, dans les fesses, dans les pecs, partout.
Et elles ont des trous. Des fois, elles ont des trous dans le corps. Parce qu'en fait, quand on veut extraire, ben, des fois, ils se trouvent dans des zones où c'est impossible de l'extraire. Mais si l'inflammation, elle est là, il faut trouver une solution. Donc, enlever un peu de muscle, enlever un peu de gras. Enfin, c'est une horreur, quoi. C'est de la charcuterie, en fait, après. Oui, c'est terrible ce que tu es en train de nous raconter. Ben, c'est la pure vérité. Enfin, on voit même des gens qui ont les jambes toutes bleues, en fait. Toutes bleues, toutes moisies. Le corps, il commence à pourrir si on ne l'extrait pas, en fait. Juste, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé en Colombie, mais pourquoi tu décides de faire cette opération en Colombie et pas en France? Alors, parce qu'en France, j'ai consulté plusieurs médecins et à chaque fois, ils me disaient oui, j'ai une périostite. Bon, je pense que c'est un problème dû à ça, mais moi, je savais, enfin, j'étais sûre que c'était à cause du produit parce que ça a commencé tous mes problèmes après l'inflammation de la machine, là, la cryothérapie. Et c'était vraiment localisé ici. Et je pense que comme ça a enflammé, ça a dû enflammer des nerfs en même temps. Donc les nerfs, justement, ça relie d'autres zones de mon corps. Ça va aller relier les jambes, les bras, les doigts. Je sentais les doigts qui fonctionnaient moins bien, les pieds non plus. Enfin, et donc j'ai vu plusieurs médecins et au final, il n'y avait rien de concret en fait. Ils me disaient il y a une petite inflammation, mais il n'y a rien. Mais pour moi, en fait, je pense qu'ils n'ont pas assez de recul avec ce produit-là. Donc eux, ils restent dans tout ce qui est médical en fait. Dans la logique des choses, sauf que ce que j'ai dans le corps, c'est pas logique, c'est pas quelque chose de naturel. Donc on peut me donner peu importe des produits naturels, ça ne fonctionnera pas puisque ce n'est pas naturel ce que j'ai dans le corps. Donc je me suis renseignée, je regardais sur Google et j'ai vu qu'en fait les meilleurs c'était en Colombie puisqu'ils ont 1 million de personnes qui sont touchées à ce niveau-là et qu'ils en font tous les jours, une quinzaine, une vingtaine de personnes, donc ils ont l'habitude. Je préfère aller en Colombie, aller voir un médecin qui a l'habitude d'extraire que d'aller voir des médecins où je vais être une expérience et ça se trouve, je ne vais pas être le... Enfin, comme j'ai vu par rapport aux filles de télé-réalité qui ont été touchées par rapport à ça. Emilia Mar, Luna Sky, on va en parler après. Hein. Ouais, ouais. Donc j'ai vu qu'elles se faisaient tout le temps réopérer parce que les médecins, eux, pour eux, vont dire « Ah, je pense que c'est ça, bon, c'est juste une infection, on va enlever l'infection, mais le vrai problème, c'est pas l'infection, c'est le produit. Tant qu'il sera là, l'infection sera toujours là. Donc ça peut continuer des années et des années. Tant qu'on n'enlève pas le vrai problème, en fait. Donc tu pars en Colombie, tu parles espagnol? Un petit peu, très léger. Ah oui, donc en plus, tu n'es pas dans ton élément, quoi. Ouais. Donc j'imagine que le taux d'anxiété, il est beaucoup plus élevé aussi. Parce que ça joue, ça, quand on ne peut pas s'exprimer, surtout avec des médecins, dans sa langue. Oui, après j'avais des amis à moi qui parlaient en espagnol, donc je leur passais le téléphone. Il y avait quelques filles qui parlaient un peu l'anglais. Bon, on fait comme on veut, mais de toute façon, c'est ça ou je meurs, quoi. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'aille On te l'a là-bas. dit clairement, tu le savais, c'était une peur, je vais être cash, la mort, c'était une peur? En fait, déjà, quand j'en parlais à des chirurgiens français, en gros, clairement, ils me disaient, écoute, par exemple, c'est comme si je te dis, t'as le cancer, c'est la même chose. T'as quelque chose, sauf que ton cancer, il va pas partir comme ça naturellement, il faut l'extraire. Donc en gros, si je le laisse, je meurs, je vis avec, bon, ça peut prendre du temps, mais dans tous les cas, je vais souffrir durant tout ce temps-là. Ou alors, je prends les médicaments, mais je vais souffrir autrement avec les médicaments. Donc tu pars en Colombie, on t'opère rapidement, et en quoi consiste l'opération? Alors, moi, j'arrive, direct, j'avais déjà parlé avec le chirurgien, donc eux, ils ont l'habitude pour eux, enfin, moi, j'étais vraiment anxieuse, j'avais peur, eux, ils ont l'habitude, c'était comme si ils faisaient une petite extraction et c'était fini. Ils me disent non, t'inquiète pas, on a l'habitude de faire ça tous les jours. Et du coup, c'est en fait comme une lipo, ils vont aller dans la zone qui est enflammée, ils vont aller gratter et ils enlèvent, voilà, c'est tout. Sauf qu'eux, ils ont l'habitude, parce qu'en fait, quand j'arrive en Colombie, il me faut rentrer dans une IRM, en fait, les machines d'IRM, et je suis restée quand même 2 heures dedans. Mais obligée pour voir, en fait, ils vont aller vraiment scanner tout le corps pour voir où est-ce que le produit, il se situe. Mais tu savais, toi, où il était le Oui, produit, mais avec... en tout cas, dans quelle zone du corps? Oui, voilà, on l'a peut-être injecté dans les hanches, mais avec les 10 ans qui s'est passé, on s'allonge dessus, on bouge, on fait des mouvements, donc le produit peut descendre même jusqu'au pied. Il y a des filles qui se retrouvent avec du produit dans Il les avait pieds. bougé, toi, le produit? Non, heureusement, il a bougé juste légèrement au niveau des cuisses. Alors, et dans le dos. Tu vas nous poursuivre ton histoire en Colombie, mais moi j'ai une vraie question parce que c'est une question qui est déjà revenue de ma communauté quand j'aborde ce sujet-là. Les BBL, il paraît que c'est très dangereux. Alors, le BBL, non. BBL, c'est pas dangereux, hein, parce que c'est quelque chose de naturel. On va prendre ton propre gras. Oui. Donc, ton gras, ça vient de ton corps. Tu ne peux pas faire d'allergie ni d'infection avec ton gras. Oui, mais dangereux dans le sens où, moi, ce qu'on m'a dit, ce qu'un médecin m'a dit, c'est qu'avec le temps, avec la gravité, la graisse, elle tombe. Alors, moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Si la personne, certes, ne fait pas de sport, ne s'entretient pas, laisse, oui, le gras, il peut descendre. Mais c'est du gras, ça
Ça peut pas être comme un produit silicone. Bien sûr. Alors après, c'est plus en termes d'esthétique. Oui, c'est de l'esthétique. Ça peut faire des boules, ça peut faire des vagues. Le complexe, il devient plus gros. Ben, c'est comme le corps humain normal. Je veux dire, quelqu'un qui prend pas soin de son corps aujourd'hui, dans 10 ans, ça se trouve, il va avoir un corps tout dégueulasse. C'est normal, il faut s'entretenir, il faut prendre soin de soi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, demain, on va faire une chirurgie qu'il faut laisser, parce qu'on a fait une chirurgie, son corps. Non, moi, je vais au sport tous les jours. Je m'entretiens, mes fesses, elles sont toujours bien rebondies parce que je vais à la salle de sport, je fais des soins, je fais tout pour garder l'esthétique de mon corps. Mais qu'on fasse de la chirurgie ou pas, dans tous les cas, dans 10 ans, chaque corps change en fait. Si on fait rien du tout, c'est normal. Donc, mais ce n'est pas dangereux. Le BBL. Ça peut être dangereux si le chirurgien, par contre, enlève beaucoup trop de gras à la patiente. Et là, elle peut. Ou si c'est mal injecté, voilà, ou si c'est pas aseptisé. S'il n'a pas assez d'expérience, tout ça. Mais il faut vraiment choisir son chirurgien. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Ok. Donc, tu fais cette IRM qui dure 2 heures. L'opération, elle dure combien de temps? Et on te gratte, on t'aspire tout le produit, en fait. Alors, l'opération, elle a duré même pas 20 minutes. C'était D'accord. rapide. Anesthésie générale? Parce qu'en fait, en sortant de l'IRM, donc on va vraiment voir où est le produit. Donc, il me fait, quand j'arrive, des ronds dans les zones où il faut enlever. Il me dit, écoute, tu en as surtout dans le bas du dos. Donc, parce qu'en fait, à force de s'asseoir, le liquide remonte en bas du dos. Donc, c'est pour ça que j'avais des gros problèmes de dos. Donc, il m'a enlevé au dos et au niveau des hanches. Voilà, tout où il y avait l'inflammation. Ok. Et franchement, je suis sortie, j'étais soulagée, quoi. J'avais plus d'inflammation, j'avais plus rien. T'avais peur de l'après? T'avais peur du côté esthétique aussi? Alors, j'avais peur parce que j'ai cru entendre que ça pouvait faire des vagues. Mais tout ça, c'est pareil. En fait, c'est selon le chirurgien qu'on va choisir. S'il n'est pas compétent à ce niveau-là, il n'a pas l'habitude, il va te faire des crevasses, des trous, ça va pas être régulé. Alors que lui, il était vraiment spécialisé et il travaille avec un vasaire, en fait, qui retend la peau en même temps pour éviter justement que ça fasse des vagues. Franchement, j'ai zéro cicatrice, quasi on voit rien du tout. J'ai la peau toute lisse, j'ai rien du tout. Pourtant, j'avais des hématomes toute la jambe. J'ai vraiment bien choisi, je me suis quand même bien renseignée, j'ai regardé avant d'y aller. Tu as eu une sorte de rééducation, il a fallu un temps d'adaptation après? Non, même pas. Franchement, j'ai juste fait des drainages lymphatiques pour éliminer les bleus plus rapidement. Mais déjà, le lendemain, je suis partie marcher 3 heures, j'avais pas de problème en fait. Et à partir de ce moment-là, parce qu'on m'a pas ouvert en fait, c'est vraiment des tout petits trous, des petites incisions de quelques millimètres. Donc en fait, ça n'a pas endommagé. C'est comme si j'avais une cicatrice. Une cicatrice, je peux pas marcher, c'est sûr. Mais un petit trou, c'est rien. Et suite à cette opération, une fois que tu te rétablis, là, ça veut dire au moment où on parle, le problème, il est parti. Alors le problème, il est parti. Le plus gros problème en fait, des grosses inflammations où j'étais obligée de me faire des injections. J'ai encore des petites inflammations. Parce qu'il ne peut pas enlever totalement le produit, c'est impossible. Parce que le produit est dans des zones dangereuses. Donc il y a des zones où je ne peux pas du tout toucher. Mais bon, si ça revient, parce que ça peut, il faut retourner, enlever la zone qui est enflammée. Comme ça se trouve, ça ne reviendra pas. Et il ne faut pas toucher, mais on n'est jamais sûr. Ça Est-ce que tu as l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou alors tu le vis plutôt sereinement? Moi, franchement, je le vis sereinement. Maintenant, ça a été fait, c'est fait. Il faut vivre avec. Je ne vais pas pleurer sur mon sort. J'ai trouvé des solutions. J'ai réussi à l'enlever. Maintenant, là, ça va beaucoup mieux. Moi, c'était vraiment prendre des corticoïdes tout le temps. C'était une horreur. Le fait de ne plus en prendre et de plus avoir d'inflammation comme avant. Même si j'en ai très minime, je vais prendre 2-3 médicaments pour soulager. Ça se calme. J'ai plus besoin de faire les grosses Ça t'a marqué cette expérience? Ah oui, ça m'a marqué parce que je crois que j'allais mourir vraiment pendant 2 ans. C'était horrible. Personne ne pouvait m'aider. J'étais face à moi-même, quoi. Il n'y avait personne pour m'aider. Mais en plus, au moment où ça t'arrivait, il y avait toutes les histoires dramatiques qu'on voyait, qui étaient médiatisées de Luna Sky, d'Émilie Amar. En fait, j'en parlais pas. Parce que c'est vrai que c'est des conversations où je sais pas comment les gens ils vont réagir, mais bon, sur le fait, quand j'ai failli vraiment mourir, je pense que je suis pas toute seule dans mon cas. Quand j'ai vu les autres filles, je pense qu'il faut en parler, même pour elles peut-être, parce que justement Émilie Amar, je crois qu'elle m'a contactée également, et voilà, je lui ai donné mon ressenti, ce que j'ai fait pour... Parce qu'Émilie Amar avait dit, on n'a pas de solution avec la bactérie que j'ai, elle se loge certainement à l'intérieur du produit, et celle-ci met 2 ans à se résorber, dès que j'arrête le traitement, l'infection revient. Tu as pu parler avec elle, vous avez pu échanger, trouver du soutien l'une et l'autre? Moi, j'ai essayé je lui ai proposé quelques médecins qui étaient spécialisés dans ça, je lui en ai parlé. Après, je crois qu'elle avait trouvé une solution juste après, donc elle m'a dit qu'elle allait se faire opérer. Je crois qu'elle a mis le truc qui enlève le produit là. Le hyaluronidase? Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça? Je crois, ouais. Après, j'ai pas trop suivi, mais j'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Après, les filles,
n'ont pas voulu vraiment me suivre parce que Colombie, c'est loin. Elles ont peur de prendre des risques, d'aller là-bas s'il arrive quelque chose. Mais bon, moi, je sais que là-bas, ils sont quand même beaucoup plus avancés dans la chirurgie. Donc, j'ai préféré aller voir des gens que je connais que de rester ici et être avec des médecins qui n'ont jamais touché à ce produit-là et qui vont peut-être me défigurer les jambes. Luna Sky, tu as suivi son histoire J'ai suivi un petit peu, oui. aussi? J'ai vu qu'elle s'est fait réopérer plusieurs fois. Plusieurs fois, entre les États-Unis, la France. On a découvert dans le documentaire de 7 à 8 dans lequel elle était apparue et complément d'enquête également il y a quelques temps là sur France 2 qu'elle avait été injectée sur le lit de Maëva Guénam à Dubaï par un chirurgien esthétique, je crois un peu plus de 80 seringues si je ne me trompe pas, hein, j'espère que je ne me trompe pas d'ailleurs. C'est dangereux comme ça de se faire opérer quand on n'est pas dans un hôpital, quand c'est pas aseptisé, quand il n'y a pas l'hygiène qui suit. Bah, déjà, moi, quand elle me l'avait fait, c'était pas dans la clinique, c'est vrai que je trouvais ça bizarre, mais sur le coup, j'ai pas réfléchi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, comme je suis spécialisée quand même dans ce domaine, les personnes qui le font à la maison ou chez soi, enfin, on peut pas en fait. C'est quand même un acte chirurgical. On peut attraper des bactéries, des problèmes. Il suffit juste il a mal nettoyé ses mains ou dans une zone de le canapé, il y a des bactéries. Bah oui, là, on va attraper des gros problèmes et c'est là que ça part en fait, les bactéries quoi. Et alors, ironie de l'histoire ou pas, mais tu as une agence de chirurgie esthétique qui est basée à Istanbul. Oui, donc j'ai une agence de chirurgie esthétique qui est basée à Istanbul. On fait tout ce qui est greffe de cheveux, les dents, les BBL. Par contre, on ne fait pas d'injection. Justement, en fait, les médecins avec qui je travaille, ils refusent plein de patients parce qu'il y a des patients qui demandent des choses. Et par exemple, des traitements comme par exemple les injections de produits comme l'acide hyaluronique dans les fesses à grosse quantité, on ne le fait pas justement parce qu'il y a eu beaucoup de retours, des infections. Même les implants, on évite de les faire aussi. Ou on va vraiment prévenir la personne parce qu'il y a eu beaucoup de rejets aussi au niveau des implants fessiers parce qu'il y a beaucoup de bactéries dans cette zone-là. Voilà, on va pas dans l'extrême en fait. S'il y a des choses, on estime c'est pas nécessaire, on va pas le faire. Enfin, ils prennent vraiment pas de risque les médecins. Et quel est ton rôle dans cette agence? Elle t'appartient? Tu es une représentante, une sorte de RP? Alors moi, c'est une agence, on va vraiment prendre en charge les patients qui vont venir d'un petit peu partout, de Belgique, de France, de Suisse, du Maroc, d'Espagne. Et quand ils viennent, en fait, on s'occupe d'eux. Donc on va les chercher à l'aéroport, ils ont un van, ils ont les hôtels, on leur met des traductrices ou des traducteurs qui les accompagnent, puisque la plupart ne parlent pas turc ou anglais. Donc au moins ils ne se sentent pas tout seuls, il y en a qui vont tout seuls, ils ne sont pas accompagnés, on leur fournit les médicaments. Voilà, on s'occupe vraiment d'eux et on les met en relation directement avec les chirurgiens que nous avons choisis, qui pour nous sont sûrs en fait. Et on a également une garantie 1 an après, parce que quand il y a une infection ou quoi, ça arrive dans l'année qui suit. Voilà. Toi, c'est arrivé 10 ans après. Oui, mais c'était pas pareil. Alors, comme j'expliquais le produit silicone, il y a des personnes qui vivent aujourd'hui avec et qui ne sont pas décédées, qui sont même morts avec le produit. Moi, je l'ai eu, je pense que j'ai pas eu d'infection ou quoi, mais c'est dû à la machine, en fait, la cryothérapie. Mais les vraies infections arrivent dans l'année qui arrive. Une personne, par exemple, qui se fait injecter de l'acide hyaluronique peut avoir une infection dans les mois qui arrivent. J'ai déjà eu une infection du nez, c'est arrivé dans les mois qui arrivaient. Attends, pourquoi tu as eu une infection du nez? Parce que quand je suis partie me faire opérer de mon nez, en fait, il y a une bactérie qui est rentrée, en fait, et ça a infecté les sinus, tout ça, donc j'ai dû aller me faire... Tu parles pas d'acide hyaluronique dans le nez? Ah non, c'est une bactérie. Une rhinoplastie? Oui, une rhinoplastie normale, voilà. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, il suffit qu'il y ait une bactérie qui traîne, mais ça, c'est pas dû au chirurgien, ça peut être dû à l'hôpital ou quoi, en fait, c'est toi et ton corps, en fait, on peut pas savoir, c'est comme ça. Donc c'est un peu la roulette russe. Mais même après une opération, j'ai déjà une phlébite, en fait, j'avais le bras, en fait, après d'une perfusion. Une phlébite ou une tendinite? Non, une phlébite, c'était vraiment tout le sang, en fait, qui était... C'était une blague, Paris, ça. Je sais pas si tu as vu il y a quelques semaines le hashtag tendinite ressortait. Ah non, c'est pas grave, ça t'a pas fait rire. Non, parce que j'ai pas suivi. C'est pas grave. Mais en fait, les bactéries, on peut en attraper partout. Dès qu'on commence à toucher au sang, voilà, on peut attraper une bactérie n'importe comment. J'aimerais te faire réagir à une vidéo. Ça fait plusieurs mois maintenant que dans le milieu de la télé-réalité, je vais parler du milieu de la télé-réalité parce que c'est celui que je connais le plus. Il y a des injectrices d'autres pays, souvent en Russie, dont la publicité est faite par des candidates de télé-réalité françaises.
Et par publicité, j'entends le fait d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et par promotion, j'entends le fait de donner les coordonnées et de donner les jours de travail d'une personne qui officie en tant qu'injectrice. J'aimerais te montrer un petit peu ce type de vidéos qui ont été faites par des candidates et que tu me donnes, que tu nous communiques ton avis sur ces injectrices. Voilà. Okay. Alors mes bébés, là je suis avec Anya. Comme vous le savez, moi Anya, c'est elle qui m'a tout enlevé mes injections, sur toutes celles du bas et qui me fait mes lèvres. Elle a fait les lèvres à Marie. Donc elle a un autre Instagram. Donc je vais vous le partager et je vais vous mettre ses dates de quand elle est à Dubaï et quand elle est en France. Et je l'aime trop et c'est la meilleure. Queen Anya. I love you. Du 25 janvier au 30 janvier. C'est de la pub, ça? Ah oui, c'est de la pub. Ben, elle promouvoit, je pense, la fille parce qu'elle lui a dû lui faire des injections. Enfin, j'ai pas suivi, mais je pense qu'elle a dû lui faire des injections de la bouche. Apparemment, elle lui a enlevé aussi du produit qu'elle avait au niveau du menton. Et je pense qu'en contrepartie, c'est ce qu'on fait quand on a fait des injections ou quoi que ce soit, de faire la pub de la personne juste après, oui. Pourquoi? Parce que tu payes pas? Alors, elle, je sais pas, mais des fois, c'est en échange de l'injection, donc on va aller faire la pub sans payer. Et d'autres qui sont payés pour parler directement sans avoir été injectés aussi. Donc ça te surprend pas? Je le vois tout le temps. Donc, régulièrement? Je vois, ouais, j'en vois beaucoup. Ah, tu pourras m'envoyer ce que tu vois? De gens ça m'intéresse. de publicité, de ça. Mais moi, j'en fais aussi, sauf que moi, c'est des vrais chirurgiens. C'est des gens... Oui. Sauf que la publicité de la chirurgie esthétique en France, elle n'est pas légale. Oui, elle n'est pas légale. Mais c'est moi, j'en parle de mon expérience, donc je vais pas... Enfin, il faut le dire un peu autrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais après, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'était pas au courant aussi, parce que des fois, on ne va pas aller forcément chercher à savoir si c'est un vrai médecin ou pas. On dit qu'elle a un cabinet, elle a des produits, donc on va dire oui. À part si demain, la fille, elle fait des cils et qu'elle me dit, ouais, j'ai des seringues, elle le sort comme ça dans un truc qui n'est pas médical... Oui, là, on va se poser des questions. Mais des fois, il y a des personnes qui vont dire qu'ils sont médecins, on n'est pas allé voir leur diplôme, quoi. Et qu'est-ce que Oui, mais je pense que c'est notre rôle en tant oui, que... Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas influenceur, mais quand tu es influenceur, c'est sur ton le coup, rôle maintenant. de vérifier ce que tu présentes. Qu'est-ce que tu penses de ces injectrices? Par rapport à... Pas elles, hein, je parle en général, parce qu'il y en a plein. Moi, je pense que c'est quand même dangereux parce qu'elles n'ont pas vraiment fait d'études pour ça. Donc, je pense qu'elles ont dû aller faire des petites formations. Parce que je pense qu'il doit y avoir des formations pour ça. Je ne pense pas qu'elle a appris comme ça. C'est pas la même législation, par exemple, en Russie. Ouais. En Russie, elle vient de Russie. Après, chaque pays est différent. C'est vrai que quand moi, je vais aller en Belgique, ils font des injections comme ça. En France, c'est beaucoup plus strict. Enfin, chaque pays est différent. Après, elle, en Russie, c'est peut-être légal. En France, c'est pas légal. Donc, Mais qu'est-ce que tu dirais, avec l'expérience que tu as eue, aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui voient ça, qui se laisseraient tenter par faire ce type d'injection venant d'une personne qui apparaît sur le réseau social, d'une candidate de télé-réalité célèbre avec des millions d'abonnés et qui aurait envie de se laisser aller à faire ça? Ouais, je pense qu'il faut quand même se renseigner avant de parler de la personne, parce que si elle est vraiment pas médecin et qu'elle fait ça et que demain, je sais pas, elle peut tuer quelqu'un, on sait jamais, ou faire une infection ou avoir des problèmes, ça sera de notre faute parce qu'on a fait la publicité d'une fille et que nos followers nous suivent. Moi, par exemple, quand je fais la pub pour quelque chose, je vais le tester déjà sur moi pour être sûr qu'il n'y ait rien. Je vais pas le faire parce qu'on m'a dit fais la pub. Moi, je teste tous les produits que je fais avant de balancer à ma communauté. Et c'est vrai que elle a dû tester sur elle, elle a trouvé le résultat bien, elle n'est pas allée chercher savoir si c'était légal ou pas légal, elle a fait la pub, je pense. Mais c'est vrai que ça peut être très dangereux, même si on le voit comme ça, c'est anodin, ça peut virer au cauchemar très vite. Regarde-toi, on n'en a pas parlé, mais t'as été en fauteuil roulant. Hein. Ah oui, j'étais en fauteuil roulant parce que le produit avait commencé à toucher des nerfs, j'ai eu des crampes violentes, mes pieds ne bougeaient plus, des contractures très très violentes, donc j'ai fini en fauteuil roulant dû à ces injections, oui. Pendant combien de temps tu as été en fauteuil roulant? Ouais, ça a duré 2 semaines. Après, heureusement que je travaille avec une bonne équipe, donc ils m'ont remis sur pied vite fait. Mais ouais, moi encore ça va. Mais il y en a, ils sont au stade de amputer la jambe, quoi. C'est autre chose. Mais je te remercie de nous avoir partagé ton histoire et ton témoignage sur ce sujet. C'est important de faire de la prévention, d'en parler. Et tu en as parlé avec recul. Merci pour ça. J'aimerais revenir sur comment on t'a découvert, comment on t'a connu, comment le public français t'a connu. C'était dans les Marseillais en Thaïlande 4.
Ouais. Ça remonte. Il n'y avait pas Dubaï, il n'y avait pas les millions encore sur les comptes en banque Non, de certains c'est pas encore candidats. ça, ouais. Avec quel regard tu repenses à cette période de télé-réalité qui n'a rien à voir avec celle qu'on traverse aujourd'hui? Bah, moi, à l'époque, j'ai trouvé ça très... bah, c'était naturel, en fait. On voyait les Marseillais, c'était vraiment leur personnalité. Ils étaient un peu foufous. Il n'y avait rien de... Je trouve qu'aujourd'hui, quand je regarde, c'est plus de la comédie. On va dire qu'ils sont tous... ils savent ce qu'il faut faire pour faire du buzz, voilà. En gros, or qu'à l'époque, c'était pas ouais, bon, je vais faire du buzz pour faire du buzz. Ils le faisaient, c'était naturel. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins naturel qu'avant, quoi. C'est trop de buzz sur buzz, quoi. Comment tu avais été castée, toi, Parisa? Comment on devient bouqueuse dans les Marseillais? Bah alors moi, ils m'ont contacté directement sur mes réseaux. Parce qu'à l'époque, je faisais de la musique, j'étais quand même connue dans mon milieu de la photo, tout ça. Donc, ils cherchaient une Asiatique, une Thaïlandaise. Et ils voulaient absolument que ça soit moi qui représente les Marseillais en tant que bouqueuse. Donc sur le coup, moi je connaissais pas, j'avais jamais regardé. Et je dis oui, pourquoi pas. En plus, on part en Thaïlande, c'est mon pays, c'est cool. Et donc du coup, j'ai pas passé de casting, ils m'ont pris directement. Et je te propose de regarder un extrait vidéo de Catalia, une bouqueuse qui est arrivée par la suite dans le programme Les Marseillais. D'accord. Découvre son discours et je te pose ma question juste après. Ok. Pour un mois de tournage, plus de 4 SMIC. Plus de 4000? J'ai pas compris. Elle m'explique que pour un mois de tournage, donc en tant que bouqueuse dans Les Marseillais, ça lui a rapporté plus de 4 SMIC. Ah, 4 SMIC. 4 SMIC, voilà. Toi, à l'époque, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était mieux payé? Est-ce que c'était moins bien payé? Ça représentait quoi? Non, c'était un peu plus même. Un peu plus que 4 Ouais. SMIC? Donc ça veut dire plus de Bah à plus de l'époque, 6 000 euros. ouais, je crois que j'étais payée 5000 euros à l'époque. D'accord. Mais moi, j'étais bouqueuse, donc je travaillais pratiquement pas, quoi. C'est vraiment, je venais le matin, une fois tous les 4 jours, pour leur dire fais ci, fais ça, le reste, j'étais en vacances, quoi. Et est-ce que c'est toi qui décides fais ci, fais ça? Ou est-ce que c'est la prod qui te fait un scénario, qui te dit bon, moi, aujourd'hui tu leur dis ci, tu leur dis ça, tu fais ça. Lui, tu lui dis qu'il n'a pas été cool, donc il dégage. Comment ça se passe? Franchement, c'est quoi les dessous d'une bouqueuse? La vérité. La vérité, Parisa. La vérité d'une bouqueuse, bah oui, on a un scénario tous les jours parce qu'on fait partie de la prod. On ne fait pas partie des candidats. Donc, on est obligé de créer une histoire. Il faut tous les jours faire un scénario. On va aller faire ci, on va aller faire ça. Et ensuite, les candidats improvisent sur ce qu'on leur donne. On va dire qu'on va donner un point de départ. Je sais pas, toi, tu vas pas t'entendre avec elle. Je dis, bon, bah, aujourd'hui, je vais les faire travailler ensemble. Comme ça va faire un peu de clash. D'accord, mais c'est pas toi qui décides. Non, c'est pas moi. Donc, je pense qu'eux, ils le mettent en scène. Et puis, moi, je vais leur dire ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Ok, donc bouqueuse, c'est une légitimité, mais t'es plus une comédienne. Oui, c'est plus comédienne parce qu'on apprend un texte tous les jours. Ah, vous apprenez un texte? Oui, on a le texte, enfin, on va aller voir les candidats. Je vais lire le texte 2 jours avant. Ils vont me dire, bon, bah aujourd'hui, parce que j'ai pas suivi, j'étais pas avec eux tous les jours, donc je peux pas savoir ce qui a fait des conneries, pas de conneries. Et dans le texte, en fait, il va me dire, bon, toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, donc aujourd'hui, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et donc, en fait, il nous fait un résumé de ce qu'on doit dire. Dans Et la au journée. niveau du contrat, c'était quoi? C'était un contrat de comédienne? C'était un contrat de non. bouqueuse? Bah, c'était un contrat de candidat, quoi, normal, mais c'était pas comédienne ou quoi que ce soit. Ok. Non, ça, Mais donc ça veut dire que tu n'avais aucun pouvoir. non, j'ai pas de pouvoir, c'est eux qui décident, c'est la prod qui a le pouvoir, c'est pas la bouqueuse. Donc tu me dis si je me trompe, mais en gros, la bouqueuse, c'est les yeux et la bouche de la prod. Oui, voilà, c'est ça. On travaille pour la prod. C'est la prod, voilà. Et c'était à quel moment, rappelle-moi, parce que ça remonte, hein. Peut-être que vous savez mieux que moi, mais c'était à quel moment que tu avais une petite histoire avec Julien Tanti? Et ben, c'était en Thaïlande, justement. Dans la même saison? Voilà. Alors, en fait, j'étais dans la saison et Julien a demandé à la prod si c'était possible d'avoir un rencard avec moi. Donc, la prod m'a appelée. Ils ne m'ont pas forcément dit est-ce que tu veux ou tu veux pas, tu es libre de ton choix. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai fait le rendez-vous avec Julien. Il venait de se séparer de Jessica Thivenin à l'époque, non? Oui, il était déjà plus avec, je crois. Ouais. Il sortait avec la petite Preston dans l'émission à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, ben, on a fait le rendez-vous, moi et lui, et on s'est embrassés pendant le rendez-vous. Et il t'intéressait sincèrement? Franchement, non, mais c'était... je voulais tester pour voir. J'avais personne à ce moment-là. J'ai dit, bon, un petit rencard, pourquoi pas, on va voir. Puis... Enfin, j'ai vraiment fait comme ça, sur le coup. Ils m'ont dit oui ou non. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Enfin,
Mais tu l'as fait, allez, avec du recul, tu l'as fait parce que tu t'es dit c'est cool pour les images ou tu l'as fait vraiment? Mais vraiment, quand je suis rentrée dans l'émission, je connaissais rien à la télé-réalité. C'est vraiment, je savais même pas que ça allait exploser comme ça quand je suis sortie. J'ai jamais regardé les Marseillais, je savais pas. Je l'ai fait comme ça. Ils m'ont dit, bon, est-ce que tu veux prendre le rendez-vous ou pas? Moi, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. En même temps, je vais faire une sortie, je vais aller manger avec lui. Ça peut être drôle, quoi. Donc, je suis sortie, mais on se connaissait, on s'est pas parlé, on s'est jamais vu. On s'est vu le jour où on s'est présenté dans l'émission où j'alignais tous les candidats. Sinon, j'avais jamais vu. Et récemment, tu as été impliqué, alors malgré toi ou pas, tu vas nous expliquer, dans une grosse dispute qui a éclaté entre Julien et Manon Tanti. Julien s'est abonné pendant l'été apparemment à des comptes de jeunes femmes, dont le tien. Oui. Je me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. Tu l'as vu, toi? Ouais, mais en fait, j'étais chez moi, je regarde mon Instagram et là, je vois plein de messages, Julien Tanti, tatati, tata. Franchement, j'ai même pas suivi leurs histoires parce que je n'ai pas le temps. Et là, je vois que Julien m'a suivi justement. Et là, je commence à voir plein d'articles. Enfin, moi, j'ai même pas vu les articles encore. J'ai vraiment vu qu'ils me suivaient. Et j'ai vu plein de gens qui commençaient à regarder mes stories. Ça a monté d'un coup. J'ai pas compris. Et voilà, en fait. Mais j'étais même pas au courant de leurs histoires, pourquoi ils s'étaient disputés ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai juste vu qu'il m'a suivi. Donc, bah moi. Parce que tu étais sur la Côte d'Azur? Oui, j'étais en plein défilé de ma marque dans le sud, à Cannes, juste. De prêt-à-porter, de maillot? Robe de soirée, maillot de bain, tout. Ok. Et apparemment, ils étaient là aussi ce jour-là, mais moi, je ne savais pas. Tu savais pas? Non. Et il a juste follow ou il t'a DM? Ah non, il m'a juste follow. Donc moi, sur le coup, il m'a follow. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça veut dire quoi pour toi de te follow des années après? Je sais pas, moi, franchement, il m'a follow. Je dis, bon, peut-être il veut reprendre contact, il veut parler, je sais pas. Peut-être qu'il a quelque chose à me proposer, j'en sais rien. Donc, je lui ai envoyé un message. Moi, je lui ai envoyé un message en disant, oui, bah, j'espère que ça va bien. Félicitations pour ta petite vie de famille, tes enfants. Voilà, c'est tout. J'ai juste écrit ça. Et basta. Et puis là, je commençais à avoir plein d'articles, plein de trucs. À cause de moi, c'est terminé. Enfin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, et après, je me suis rendu compte qu'ils étaient à Cannes aussi, au moment où j'ai fait mon défilé. Mais on ne s'est pas du tout vu pendant le défilé ou quoi que ce Il soit. t'a répondu à ce DM? Non, il m'a jamais répondu. Il l'a vu? Ouais, il l'a vu. Il t'a laissé en vue? Je pense qu'il a fait ça pour faire du buzz, moi. Pourquoi? Bah, enfin, je sais pas, si tu follow la personne a t'écrit, tu réponds derrière. Si tu réponds pas, c'est que tu as peut-être peur des retombées de Manon ou un truc, ou si ça a été manigancé entre eux, j'en sais rien. Enfin, moi, dans la logique, c'est ça. Pour manigancer entre eux? Pas manigancer, mais faire du buzz, comme je disais. Faire du buzz, parce que peut-être à ce moment-là, il y avait peut-être, je crois que leur émission qui sortait ou quelque chose, bah, pour faire du buzz autour de ça. Parce que je sais que Julien, c'est quelqu'un qui aime bien faire du buzz sur plein T'as de eu la choses. sensation d'avoir été utilisé? Pas utilisé, mais après, s'il le fait, il le fait. Enfin, moi, ça me change pas la vie, quoi. Mais je pense que c'est un petit coup de buzz. Parce que j'étais à Cannes comme par hasard à ce moment-là. Enfin, je sais pas. C'est bizarre quand même. Elle avait raison d'avoir du souci à se faire maintenant? Pas plus que ça, hein, parce que moi, Julien, c'est un ami, il n'y a rien d'autre. Hein. Je ne l'ai pas écrit pour le draguer. Hein. C'était vraiment pour le féliciter de son parcours et de ses enfants, quoi. C'est tout, il n'y avait rien. Moi, je voyais même pas tout ça hein, derrière. Hein. Et par la suite, après les Marseillais, donc tu es bouqueuse dans les Marseillais en Thaïlande et tu deviens prétendante dans les Princes de l'amour 3. Comment on passe de bouqueuse à prétendante dans les Princes? Alors, moi, vraiment, j'ai fait cette émission parce que je venais d'ouvrir mon salon d'esthétique et je me suis dit, bon, ça peut être un petit coup de buzz de faire, vu qu'ils m'ont contacté directement. Pareil, j'ai pas fait de casting, ils m'ont contacté en disant si ça m'intéressait. Donc, j'ai réfléchi, je dis, bon, peut-être un petit coup de buzz dans les Princes de l'amour, pourquoi pas, quoi. Je suis allée. En plus, j'avais le choix de choisir entre 2 garçons. Donc, je l'ai fait, mais franchement, j'ai pas trop aimé l'expérience. C'était pas. Pour quelle raison? Je sais pas, ça n'a rien à voir avec les Marseillais, quoi. L'ambiance des Princes de l'amour et les Marseillais, quoi. Je sais pas, ça avait rien. J'étais mieux en tant que bouqueuse, j'ai préféré. C'est mieux d'être présentatrice que candidate. Je trouve. Après. T'en referais de la télé-réalité? Je pourrais en refaire, mais dans quelque chose qui me plaît, en fait. Pas. Qu'est-ce qui te plairait? Les trucs, je sais pas, des trucs d'aventure, de sport, des trucs dans ce style-là. Oui, parce que tu es plutôt. sportif, t'aimes bien ça. Oui, voilà. Plus dans ce délire-là, des trucs un peu de défis, des choses comme ça. Et puis à l'époque, je me souviens, je t'ai jamais reçu en interview en toute intimité, donc c'est l'occasion vraiment de parler de tout, parce qu'on se voit pour la première fois pour de vrai, tous les deux en tête à tête. À l'époque, tu avais fait un buzz, bad buzz, je sais pas, malgré toi, avec cette photo. Et avec du recul, j'aimerais que tu me dises, je pense que tu sais à quoi je fais référence. Ça te Lady fait Boy rire. Oui, ça te fait rire.
Mais alors, beaucoup avaient dit qu'ils voyaient comme s'il y avait Une petite boule. une petite boule au niveau du maillot. Et beaucoup, à l'époque, disaient que tu étais un ladyboy, que tu étais donc un homme. Ouais. Moi, je le sais que tu es une femme, et quand bien même ce n'était pas le cas et tu étais transgenre, ça ne pose aucun problème, mais ce n'est pas le cas. Comment tu l'as pris? Franchement, ça m'a fait rigoler. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un, je vais prendre toute critique, je vais rigoler, je vais répondre à la critique en humour. Et direct, en fait, dès que j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que j'avais vraiment un trikini et je voulais pas avoir de marque sur le ventre. Du coup, les fils qui étaient, ils ont accroché à la culotte, je pouvais pas les enlever, donc j'ai fait une boule et je l'ai enroulée, je l'ai mis dans la culotte. Ah, mais d'accord, donc c'est toi qui avais... Oui, j'ai mis la boule parce qu'en fait, c'est relié et si je la laisse, bah, ça traîne partout, ça me fait des T'as dû traces de regretter, grossesse. hein. Ben non, sur le coup, bah, ça m'a fait rigoler, quoi. Enfin, vraiment, dans tous les cas que j'ai mis la boule dans la culotte ou pas, on me disait déjà que j'étais un ladyboy parce Ah. qu'en Thaïlande, il y a énormément de ladyboys et que les plus belles filles en Thaïlande, c'est des ladyboys. Après, même des filles qui ne sont pas grandes, enfin, tous ceux de la télé-réalité, tout le monde a un transsexuel ou quoi que ce soit. Enfin, quand on Transgenre. Ouais, voilà, quand on écoute les critiques des gens, c'est ça, quoi. On était un homme, on est des trans, enfin voilà, on est toute refaite, toute notre vie, on est critiqué, quoi. Oui, mais en plus comme si c'était une insulte, alors que ce n'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte, moi, ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie, en fait. Chez nous, en Thaïlande, c'est la culture, c'est comme ça. Il y a Oui, des ça fait, Miss, ça fait partie de votre culture. oui, voilà, depuis qu'ils sont petits, ils prennent des hormones, ils veulent devenir... Ça choque personne. Non, ça choque pas. C'est bien, c'est implanté dans la culture du pays. Ben, on va dire parce qu'aujourd'hui, les filles rapportent plus d'argent. C'est comme c'est un pays quand même où il n'y a pas beaucoup d'argent, bah, les filles rapportent plus d'argent qu'un homme. Donc c'est pour ça que les hommes veulent devenir des filles quand ils sont jeunes. En fait. Ah bon? Pour devenir des Miss parce qu'elles gagnent de Ça, l'argent. je savais pas. Ah bah si. Ben, après, bon, la prostitution, il faut dire la vérité, c'est des filles. Avec tous les touristes, elles ramènent leur argent. Leur argent, elles ne le font pas pour leur plaisir, je pense pas. Mais ça veut dire qu'il y a même, il y a même des hommes qui ne sont pas attirés par les hommes, qui le font pour l'argent, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ah ben oui, et c'est vraiment la misère. Or le décor paradisiaque, vacances, oui. Mais quand on voit tout le tourisme sexuel, je pense pas qu'elles ont décidé un matin de dire oui, je vais te prostituer. Non, elles le font pour leur famille, pour nourrir leur famille, parce qu'elles ont leur famille qui habite dans des champs, qui ont rien à manger. Il faut ramener l'argent à leur famille. C'est comme ça en fait. D'où tu viens? De Thaïlande? Oui. Comment t'as grandi? Comment t'étais petite? T'as quel souvenir de ton enfance? Alors moi, je suis laotienne, vietnamienne et thaïlandaise, mais j'ai grandi en France. Ah d'accord. Ma grande sœur est née au Laos, et en Thaïlande aussi. Ils vivaient entre les deux, mais il y a eu la guerre à l'époque, donc mes parents ont dû venir vivre, enfin se réfugier en France, donc c'est comme ça que je suis née en France, sinon je serais encore en Thaïlande. Mais sinon, moi j'ai grandi en France, dans le 93, dans la cité. Quel souvenir t'as de ton enfance, de ton adolescence? Elle ressemblait à quoi? Franchement, j'ai une adolescence très turbulente. J'ai rien à voir avec... Enfin, j'étais vraiment, on va dire, le petit garçon manqué. J'ai grandi dans une cité. Donc, quand on grandit dans une cité, c'est très compliqué quand t'as pas de grand frère. Donc, j'ai dû, on va dire, me faire respecter comme je pouvais, sans grand frère, en fait. Comment on se fait respecter quand on est une jeune fille sans grand frère dans une cité? Eh ben, faut être en mode garçon manqué. Dès qu'on nous parle mal, eh ben, faut se battre pour se faire respecter. Bah, je faisais que de me battre, on va dire de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait que de me battre en fait. Ça forge quel caractère? Bah, ça me donne le caractère que j'ai aujourd'hui. En fait, rien n'est facile dans la vie et il faut se battre pour l'avoir. En gros, je sais les valeurs des choses, la valeur de l'argent, la valeur de plein de choses. Et voilà pourquoi j'ai réussi à faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est que j'ai eu les pieds sur terre et c'est pas parce que j'ai fait de la télé ou quoi que ce soit qu'aujourd'hui je vais me prendre pour... une star où je vais négliger les gens ou quoi que ce soit. Elle se perd selon toi la valeur de l'argent dans le milieu de la télé-réalité d'aujourd'hui? Oui, je pense, oui. À quel niveau? C'est des personnes, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sortent d'un milieu peut-être, qui n'ont pas eu l'habitude du jour au lendemain d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est vrai, ils n'ont plus la notion, comme j'explique, c'est qu'aujourd'hui, l'autre fois, j'avais entendu Manon qui disait, oui, je sais plus, elle voulait acheter sa maison, ça coûtait je sais pas combien. Elle disait, ah, mais c'est tout, c'est rien. Je sais plus c'était combien, c'était une somme astronomique. Non, je crois que c'était 300 000 euros de travaux voilà. ou 400 000 euros. C'est rien, c'est rien. Alors qu'avec 300 000, on achète une maison quand même. Enfin, c'est pas rien. Et je pense qu'au stade où ils en sont aujourd'hui, ils ont tellement d'argent, en fait,
On n'est plus à calculer au centime près. Voilà, enfin, ok, c'est 100 000 euros, vas-y, c'est bon. Enfin, ils ont tellement d'argent aujourd'hui, en fait, et ils ne voient plus du tout la notion de l'argent. Et comment tu l'as vu, toi, évoluer ça? Parce qu'en fait, c'est arrivé quand même rapidement. Parce que les Marseillais en Thaïlande, oui, c'était il y a longtemps, on dit tout le temps à l'époque. Mais en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Non, c'était il y a 6 ans, quelque chose Ouais, comme ça. 7 ans. 6-7 ans, ouais. Donc ça veut dire qu'en l'espace de moins d'une décennie, le paysage de la télé-réalité, ce que ça peut rapporter, a complètement changé. C'est métamorphosé. Ça te fait quoi, toi, de voir cette évolution-là? Bah, à l'époque, c'était pas comme ça. On faisait de l'argent, on sortait de l'émission, on nous bookait dans des endroits, on gagnait de l'argent, on faisait des petites publicités. Mais c'est vrai que Instagram, ça venait à peine de sortir. Et c'est vrai que c'est grâce aux réseaux sociaux. Instagram, c'est devenu un business. Magali Verdad, justement, juste après, elle a développé le business d'influenceur avec les publicités. Donc, c'est de l'argent facile, en fait. Enfin, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui ont fait des études pendant 20 ans et qui gagnent, allez, quoi, 10 000 euros. Et eux, avec un poste, ils font 10 000 euros. Enfin, c'est démesuré, enfin, je trouve, aujourd'hui. Enfin, c'est bien pour eux, je dis pas, c'est pas bien. Tout le monde rêverait d'avoir à faire un clic et gagner 10 000 euros. Mais c'est notre génération, c'est le futur, quoi, c'est autre chose. C'est après, bon voilà, ils ont eu de la chance, ils sont tombés au bon moment, voilà. Moi, je suis contente pour eux, hein, justement, hein, c'est très très bien. C'est quoi tes projets, Parisa? Donc il y a la marque de prêt-à-porter, de maillots de bain que tu continues de développer. Oui. Alors moi, j'ai ma marque de vêtements, donc on fait maillots, tenues de sport, tenues du jour, on fait tout, on organise des défilés un petit peu partout dans le monde. Et à côté de ça, j'ai toujours l'agence en Turquie où on fait partir des patients. Et à côté de ça, je développe des petits projets. Là, je suis en train de développer un thé minceur, des crèmes, tout ce qui est dans les cosmétiques, j'aime bien. Issu du dropshipping? Ouais, du dropshipping, voilà. Ah, oui, tu l'as ça va être du dropshipping, ouais. Ah d'accord, je pensais que tu allais me dire, ah, pas du tout. Ah non, c'est du dropshipping, je le dis clairement, oui. Ok, le dropshipping, ça te pose pas de problème? On peut faire découvrir des produits en restant dans... Enfin, autant le faire, quoi. Enfin, aujourd'hui, tous les business, il faut dire la vérité, ils passent par un grossiste. Même Zara, à la base, quand il a commencé, il n'a pas tout de suite... il va dans des usines, il sélectionne ses produits. Parce qu'aujourd'hui, même demain, j'ai une marque, on veut faire une collection, et on va dire, sur une robe, il faut en produire au moins 1000, 2000, sauf qu'on n'est pas sûr de développer, de vendre ces 1000, 2000 personnes, donc on est perdant dans l'affaire. Donc, il vaut mieux tester au départ avec du dropshipping et voir ce qui fonctionne pas, et après développer son propre projet pour pouvoir bien étudier le marché, en fait. On ne peut pas arriver comme ça et investir 100 000 euros et les perdre 100 000 euros comme ça. Je pense qu'il faut aller petit à petit, tester, voir les demandes de chaque personne et après, par rapport à ça, développer son propre business. Mais au moins, tu as le mérite d'être clair avec les personnes qui nous regardent et avec ta communauté parce que tu l'as assumé complètement. Donc, il n'y a pas de tromperie sur ce que tu présenteras. Ouais. En tout cas, par rapport au discours que tu viens de tenir là. Merci Parisa. Merci à toi. Merci d'avoir pu échanger. Merci de m'avoir fait confiance pour partager ton histoire en toute intimité. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Parisa Officiel. Et ton compte TikTok, c'est Parisa Official TikTok. C'est ça. C'est ça, je me trompe pas. C'est ça. Je t'offre le mot de la fin. Ta caméra, elle est là. Tu peux dire au revoir à tout le monde. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. J'espère que l'interview vous a plu et je vous fais des gros bisous.